Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 22e épisode du Bistrot d'Alelosque, saison 3, un Bistrot d'Alelosque v- en mode vacances scolaires. Vous voyez que nous sommes pas très nombreux ce soir. On attend encore quelques renforts. D'ailleurs, j'en profite. Si vous suivez le direct et que vous voulez participer au bistrot, envoyez-nous un petit message. On essaiera de vous inviter en mode impro total. Donc, Bistrot et LOSC numéro 22, donc un bistrot qui est un podcast réalisé par les supporters du LOSC et notamment le site allelosc.com et les docs du net. Pour les supporters du LOSC, un espace de libre expression qui revient chaque semaine sur la page Facebook du bistrot d'Allelosc sur l'actualité du club, un rendez-vous hebdomadaire que vous commencez à connaître et dont vous avez maintenant l'habitude. Alors, cette semaine, nous allons nous poser des questions. Première question, après le match de Paris, nous allons philosopher. Le beau est-il l'ennemi du mieux? En d'autres termes, est-ce que le beau jeu, finalement, n'est pas une espèce de plafond de verre pour, pour permettre au club de satisfaire ses obligations arithmétiques, ses ambitions européennes? On évoquera ça et à travers finalement le prisme du match du Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Deuxième question à laquelle on essaiera de répondre dans la deuxième partie de l'émission. On reviendra sur le prochain match du LOSC. Donc, après Paris-Brest, le LOSC aura-t-il encore suffisamment d'appétit pour digérer ce nouvel obstacle et poursuivre sa route vers les sommets du championnat? Voilà, donc le sommaire est fourni pour répondre à ces deux questions. Nous avons pour l'instant deux piliers de bistrot. Alors, on va commencer par vous présenter, ou plutôt vous représenter Georges, notre supporter de la région de Dunkerque. Bonsoir Georges, comment vas-tu? Bonsoir François, très bien, merci. Et puis heureux de me retrouver ici, ça faisait un petit moment. Écoute, j'espère, en tout cas, tu auras l'occasion de parler. Nous ne sommes pas très nombreux ce soir, donc on pourra allonger nos propos, c'est parfait. Alors, deuxième pilier de bistrot présent ce soir, Julien des Docks de Paris, Lille est notre capitale. J'ai tout lu, hein, Julien, tu m'excuseras. C'est Euh, bien, c'est bien. Bonsoir Julien, comment vas-tu? Ça va, ça va. Écoute, là, c'était notre match, hein, les Dogs de Paris. Donc, je me devais d'être là. Je suis pas toujours très disponible en ce moment, mais là, il fallait que je sois là. D'autant que j'étais au Parc des Princes, donc j'aurais forcément un regard un peu différent d'ailleurs, et parfois peut-être un peu moins précis que ceux qui ont pu voir le match à la télé, comme vous deux. Alors, tous les piliers de bistrot ne sont pas partis au ski. On attend du renfort dans le courant de l'émission. Alors, suspense, quand est-ce qu'il va arriver? Vous le verrez. Je vous fais la surprise de ne pas vous annoncer encore l'intervenant. Donc, on va commencer sans lui et on va commencer par alors, la première partie de l'émission. Vous pouvez, je le répète, vous pouvez intervenir d'autant plus ce soir en direct sur les commentaires de l'émission. Si vous êtes habitué et que vous avez envie de vous lancer, faites-moi un petit messenger en perso et j'essaierai de vous lancer le lien pour vous associer à l'émission. Bon, vous n'êtes pas non plus à 40, hein, on n'aura pas suffisamment de vignettes pour vous accueillir. Mais n'hésitez pas, si vous sentez une vocation, envoyez-moi un petit messenger et j'essaierai de vous inviter en direct. Donc, première partie de cette émission, Paris, le beau est-il l'ennemi du mieux? Un match spectaculaire, un match abouti, alors qui obtient la note de 10 sur 10 sur certains médias spécialisés. C'est vraiment en tout cas un match qui a attiré l'attention de tout le monde. Bien évidemment, avant de laisser la parole aux deux piliers, un rappel des statistiques pour illustrer un peu la conversation. Donc le score, je ne vous le rappelle pas, 4 buts à 3 pour Paris, avec un but à la dernière minute de Messi sur coup franc. 12 tirs parisiens contre 16 Lillois. 10 tirs cadrés parisiens contre 7 Lillois, donc un taux de tirs cadrés très important à Paris. 46% de possession parisienne, 54% lilloise. Les Lillois ont encore gagné le match de la possession. 442 passes contre 556. 9 fautes parisiennes, 13 fautes lilloises. 2 cartons jaunes à 4. Les Lillois remportent le match des cartons.
et un hors-jeu à 3 corners parisiens, 6 corners lillois. Alors, un match spectaculaire. Comment vous l'avez vécu? Bon, on va commencer par toi, Julien. Tu étais au Parc des Princes en tant que représentant des Dogs de Paris. Comment C'est tu ça. as vécu ce match? Comment je l'ai vécu? En tribune déjà, et j'ai l'impression qu'on a été bon. Alors je ne sais pas si ça s'est entendu à la télé, mais les chants ont été, pour ainsi dire, discontinus pendant tout le match. Et malgré le 2-0 très rapide, je pense que ça fait 2-0 à la 17e, hein, quelque chose comme ça. Et pourtant, on n'a jamais lâché, on a toujours chanté. Ce match, comment je l'ai vécu? D'abord autour d'une bonne Guinness à 11h, et ça c'est le côté sympa de jouer à Paris, c'est que les Dogs de Paris, on s'est retrouvés tous ensemble avant de partir au Parc des Princes. Donc forcément, c'était plaisant. C'est plaisant aussi parce que, comme je le disais, je pense qu'on nous a beaucoup entendus, parce que c'est important de dire à quel point le Parc des Princes est d'une tristesse insondable en termes d'ambiance. C'est-à-dire qu'il y a le collectif, le CUP qui est là, mais hormis ces gars-là, il y a énormément d'étrangers. Ça parle énormément anglais, allemand, chinois dans les allées du Parc des Princes. Certains restent même une demi-heure et partent parce qu'ils étaient juste venus pour faire des selfies en bord de terrain. Donc c'est une ambiance qui est très particulière. C'est un stade qui est devenu très particulier parce que pour avoir très très souvent fait ce déplacement avant de vivre à Paris, le Parc des Princes, c'est un stade qui est magnifique, qui est fait pour le football, avec 2 tribunes, Auteuil et Boulogne, qui se répondaient et qui en faisaient peut-être au milieu des années 90 la plus belle ambiance de France. Et là, vraiment, c'est devenu quasiment un mouroir, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le côté ambiance. Et comment je l'ai vécu? Comme un grand 8 émotionnel. J'aurais bien aimé vous présenter les stats de ma montre connectée Garmin, là, parce que je pense que ça a fait ça, quoi. C'est un truc de malade. C'est l'anéantissement total sur les premières minutes, mais en même temps, des vrais coups de colère, parce qu'on est mené 2-0, mais ça pourrait faire 2-2, parce que David, il croque, quoi, hein. C'est quand même, il a 2 vraies belles actions, dont ce lob qui rate complètement, alors que le but est ouvert. Wea, dès les premières minutes, a aussi une super belle possibilité de marquer. Et j'en ai une vision très claire parce que pour le coup, c'est des choses qui se passent devant nous, de notre côté, en première mi-temps. Et puis après, il y a cette remontada qui nous fait monter. Et là, je pense que le cœur, il bat, il bat, il bat, il bat. On monte énormément. C'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de sourire dans la tribune. Et à un quart d'heure de la fin, on se dit que le lendemain va être génial parce qu'on va voir les collègues, on va voir les potes et on va pouvoir ça raconter parce qu'on a gagné à Paris, quoi. Et puis tout bascule. Et puis tout bascule parce que il y a un extraterrestre en particulier dans cette équipe qui est Kylian Mbappé, qui fait le match. Et puis après, il y a un vieillard qui marche pendant 95 minutes et qui, en marchant, va poser un ballon et qui met un coup franc en se souvenant qu'il a été le meilleur joueur du monde il y a 10 ans, quoi. Donc c'est dur, c'est dur. En même temps, quand tu vas à Paris, tu sais qu'ils ont des joueurs d'exception. Mais c'est vraiment dur. Donc voilà, un vrai grand 8 émotionnel, des vrais moments de joie profonde, de joie intense, de partage avec tous les copains en tribune. J'étais avec mon fils. C'est un moment extraordinaire de vivre ça avec son gamin. Mon fils, il a 13 ans. Je suis heureux d'avoir pu lui faire partager ça parce que c'était aussi un grand match de foot, tu l'as dit. Il a été extrêmement bien noté. Et dans le même temps, une forme de ras-le-bol de perdre ces matchs parce que il y a 3 matchs qui comptent pour moi à l'extérieur et c'est les déplacements que j'ai le plus fait dans ma vie. Je fais quasiment tous les ans. C'est Marseille, c'est Paris et c'est Lens, quoi. C'est les matchs qu'il faut gagner et j'ai toujours du mal quand on gagne pas et qu'on tient comme ça la victoire au bout des doigts. Donc voilà, c'est émotionnellement, il s'est passé plein de choses, donc tu peux être que content en tant que supporter de foot. Parce que tu y vas pour vibrer. Et encore une fois, on est monté, on est descendu, on est monté, on est descendu. Et ça, c'est génial. C'est des sensations qui sont hyper agréables en tant que supporter. Et dans le même temps, il y a ce côté frustrant de ne pas réussir à gagner un match comme ça qui moi, je trouve, nous tendait les mains parce que malgré tout, hormis Mbappé, cette équipe parisienne, elle ne fonctionne pas bien, quoi. Alors, il était aussi dans un ascenseur émotionnel qui s'est bloqué entre 2 étages, ce qui explique son retard au bistrot de ce soir. Donc, c'est Christophe qui est arrivé pendant que tu évoquais tes sentiments sur le match de Paris. Christophe, tu étais également présent
j'allais dire au Stade de France, au Parc des Princes. Quelle est ton analyse, ton sentiment sur ce match? Tu rejoins l'avis de Julien? Oui, d'abord, bonsoir à tous, excusez-moi du retard. Oui, effectivement, de ce que j'ai entendu, je suis assez d'accord avec Julien. On a eu l'occasion d'en parler à la fin du match, un petit peu ensemble. J'étais également avec mon neveu, on a passé un moment incroyable. C'était son premier déplacement avec Lille, en bus. Enfin voilà, c'était top, Génial. quoi. C'était merveilleux. Et pour vous dire, sur les buts, j'en ai oublié qu'il y avait la VAR. J'ai crié, enfin, j'ai regardé le match debout comme beaucoup, forcément en tribune, hein. Et j'en ai oublié la VAR. J'en ai oublié. Voilà, à chaque but, on a lâché le truc, quoi. Enfin voilà, c'est un moment incroyable de plaisir. De plaisir. Et alors, il y a une petite frustration forcément à la fin, mais que c'était bon, quoi. Que c'était bon, on va s'en souvenir de celui-là. Et mon neveu Evan, en plus, encore plus longtemps, je crois. Georges, tu partages ce sentiment, toi qui as vu le match à travers l'écran de la télévision? Ouais, ouais, ouais. Alors, simplement, je vais revenir là-dessus parce que Julien a évoqué le fait, moi, en voyant ce match avec le recul, le rétroactivement, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qui s'est passé face au Bayern, me dire qu'on les a baladés bien plus encore que les Munichois. Mais au final, le Bayern a une chance que nous, on n'a pas eu, c'est qu'ils ont eu à affronter un cyclone de 30 minutes. Nous, on a eu Mbappé pendant tout le match. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus fort, Mbappé. C'est même beaucoup plus grand que le Messi des grandes heures parce que c'est un mec qui est capable, à lui tout seul, d'aller gagner avec une équipe de branque, ce qui n'était pas le cas de Messi. Et c'est beaucoup ça qu'il faudra retenir. Alors évidemment, je repense aux frustrations passées. Ce match ressemble un petit peu aux autres, mais en même temps, il a quelque chose de très différent. Parce que comme on le dit, on démarre vachement bien. Et puis, on se prend 2 buts en compte, dont un deuxième qui est un peu parsemé de boulettes totalement évitable. Bon, premier but, c'est t'arrêtes pas un extraterrestre, quoi. Le second est évitable. Et tu dis à ce moment-là, moi j'ai une frayeur, ça a été de me dire, putain, on va pas repartir sur la punition du match aller, parce que c'était un peu le schéma du match aller, on encaisse très tôt en jouant bien. On a tous eu le Et 7-1 en tête à la voilà. 17e, tous. Ben, évidemment, à ce moment-là, on se dit, oh là là, c'est reparti pour la soirée calvaire. Et puis, boum, quoi, il y a l'alchimie, il y a un truc qui se passe, encore une fois. Et, et je vais refaire le lien, bah, crescendo, quoi. Et ce but de Diakité qui nous remet en vie, derrière le penalty sur le troisième de Bamba, bah oui, l'ascenseur émotionnel, on est au sommet du truc. Et puis bon, bah, je pense qu'on parlera de cette fin de match. Là, outre la présence de Mbappé, il y a certaines choses qui peuvent nous rendre un petit peu amers, mais différemment, moi, c'est pas un match que je rangerais dans la même armoire. Vous savez que toutes les grosses frustrations qu'on a depuis le début de saison, je crois que là, il y a conjoncturellement quelque chose d'un peu différent. C'est qu'on a eu affronté aussi le meilleur joueur du monde dans une équipe qui est très moyenne, hein. Julien faisait le rapport de ce qu'est le PSG. Enfin, c'est avant tout une machine à vendre des maillots. C'est pas un club plaisant, mais ils ont juste la chance d'avoir un mec qui s'est changé à lui tout seul le cours d'un match, quoi. Et derrière, bah oui, on reviendra un petit peu sur certaines carences, certains manques. Je ne voudrais pas déborder là-dessus, mais clairement aussi, faute de coaching, peut-être qu'il nous manque un peu de monde et il faut se poser de bonnes questions sur pourquoi on n'a pas été en état physiquement, je dirais, de préserver le résultat en fin de match, quoi. Alors, il y a déjà des réactions sur les réseaux sociaux, des réactions qui vont dans ce sens-là. On a Leif qui lui dit déplacement qui s'est déplacé avec les Dogs du Vieux-Lille. Quel match incroyable. Dommage de ne pas avoir de banc pour remplacer EA qui nous coûte l'égalisation et on connaît la suite. On y reviendra certainement dans quelques minutes. On a Thierry qui mentionne un fait de jeu, tout a basculé à cause du carton rouge non donné à Mbappé sur Bamba, donc aussi un fait de jeu d'arbitrage qui est soulevé. On y reviendra aussi certainement tout à l'heure, parce que sans Mbappé, c'est plus la même équipe, pareil, c'est évident. Et Timson qui est totalement d'accord avec toi, Georges, c'est le ressenti qu'il a pu avoir en regardant le match à la télévision, mais il estime que le sentiment de frustration doit être encore plus important devant la télé qu'au stade. Donc voilà, donc tout le monde va dans le même sens. Il est temps maintenant de passer à vos tops et à vos flops. Alors Christophe, tu arrives en retard, ta punition, tu vas commencer les tops et les flops. Quels sont les joueurs que tu as retenus
à Lille, en top et en flop? Et est-ce qu'il y a des joueurs, à part Kylian Mbappé, peut-être que tu as vu au PSG, que tu voudrais souligner? Je vais commencer par Paris, pour une fois. J'ai beaucoup aimé le jeune qui est rentré, Zahir Emery. Et je pense que si Paris revient, il n'y a pas que Mbappé. Il a été très très bon, il est très très bien rentré dans son match et il a porté énormément le jeu parisien vers l'avant. Donc voilà, j'ai bien aimé ce garçon et je voudrais mettre aussi un autre joueur en avant que Mbappé. Je vais pas revenir sur lui. C'est Donnarumma parce que la semaine dernière, je l'ai un petit peu taillé en disant qu'on allait égaliser sur une frappe à ras de terre. Et en fait, il a fait un très très bon match. Il en a arrêté pas mal. Il n'a pas été seulement bon dans les airs, même s'il y a effectivement, je crois que c'est une tête qui va dans la lucarne, qui met sur la barre ou un truc comme ça. Mais il a également été très très bon sur sa ligne. Il s'est couché très vite, notamment sur plusieurs occasions. Donc voilà, quand il est bon, il faut le dire aussi. Il se trouve pas tout le temps, ce garçon. Et je pense que si Paris s'en sort avec une victoire, on lui doit aussi beaucoup là-bas. Ensuite, côté Lillois, je vais citer un joueur qu'on taille beaucoup, notamment la semaine dernière. C'est Bamba parce que son but côté droit, là, comme ça, avec cette frappe, elle est magnifique. Et je dois dire que c'est peut-être le moment de mon match, quoi. Je vais parler pour moi, mais j'ai vraiment apprécié. On était vraiment bien là-haut et on a vu cette frappe partir, trouer le gardien, c'était juste magnifique. Donc je vais en citer qu'un, Jonathan Bamba. Alors, ça va ouvrir des portes peut-être aux autres. Alors, Georges, est-ce que tu veux nous faire part de tes tops et tes flops? Alors, je trouve que sur un match comme celui-là, c'est très, très, très dur parce que avec l'ascenseur émotionnel, il y a certains tops qui sont devenus des flops. On peut penser à Benjamin André qui, sur le troisième but, et André Loez sur le quatrième, commet une faute qui nous coûte très cher. En même temps, fait un match magnifique, mais donc, voilà, contraint sur ces 10 dernières minutes de le placer en flop quand même. À l'instar de Tim Weah qui aussi fait un match magnifique, mais bon, concours de circonstances, je pense qu'il n'est pas aidé par les circonstances, finissant sur les rotules. Moi, le top, tu parlais évidemment du but de Bamba, mais je pense qu'au préalable, il y a une passe, encore une fois, téléguidée d'un joueur qui est juste aussi un joueur hors norme, puisqu'on parle des joueurs d'exception, on a la chance d'en avoir un cette année. J'ai pas souvenir d'un passeur aussi somptueux, donc évidemment, je pensais à André Gomes, et voilà, donc, et je vais remettre André Weah en top aussi, je les ai mis en flop parce que c'est voilà, c'est à l'image du match, quoi, c'est sans dessus-dessous, c'est l'ascenseur émotionnel. Tiens, il y a le carnaval qui démarre. Désolé, ça va peut-être faire. Ça va mettre de l'ambiance. C'est les Trois Joyeux, c'est la place de Grandfort, mais bon, ça va mettre un petit peu d'ambiance. Donc voilà, c'est un petit match comme ça. Et au niveau des flops, je voulais mettre en avant aussi la grande élégance de Luis Campos, quoi. Je peux me permettre juste un truc, Georges. T'es un petit peu dur avec Benjamin André sur le dernier but parce qu'effectivement, il fait faute. Mais vraiment, s'il la fait pas derrière, le nain, il va tout seul au but, il est au point de pénalty parce que voilà, il n'y a pas trop le choix. Il attente, elle rentre effectivement, elle peut aller sur le poteau, elle peut aller à côté, elle peut aller dans le mur. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, ce garçon, malheureusement. Il se sacrifie un peu sur le truc. Donc, l'idée, je pense qu'il y a encore un peu de monde, il faudrait que je revoie, j'ai pas vu les images après, où elle peut être faite un peu plus tôt, ou alors, il y avait encore du monde devant, mais bon, mais comme je le dis, de toute façon, c'est pas ce qu'il faut trouver des flops, et je veux dire, dans ce match-là, il y aurait, sur d'autres phases de jeu, moyen aussi de flopper André Gomes, que j'ai mis en top, le problème, c'est qu'on n'a pas vu la même équipe en 90 minutes, quoi. On a eu Je suis assez d'accord avec Je suis assez d'accord avec Christophe sur le nain, il part seul au but, sauf que vu la nullité du nain dimanche, je suis pas sûr qu'il gagnait son 1 contre 1. Voilà. C'est-à-dire que Papy, sur un ballon arrêté, sur un coup franc, il reste encore génial, mais dans le jeu, on a vu à quel point il était médiocre, quoi. Donc, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que là, on a la place d'entrée, on fait tous pareil parce qu'il part au but, quoi. Et les deux coups durs, et c'est vrai que ça a été évoqué, je voulais revenir quand même, le rouge qui n'est pas mis à Mbappé. Ouais, ça c'est. La faute, là, à la télé, elle est clairement, c'est un attentat. Le mec, il passe ses nerfs. C'est pas du tout. Parce que autant j'ai entendu
un chroniqueur que je ne nommerai pas reprocher arbitre de pas remis un rouge sur André sur la faute de Neymar. Autre coup dur aussi, parce que pour nous, c'est quand même un coup dur que Neymar sorte, quoi, vu les prestations du bonhomme. C'est mieux de l'avoir sur le terrain, quoi. Mais il y a ça aussi, quoi, des faits, en effet, la non-expulsion de Mbappé. Pourtant, le geste est vraiment, vraiment, et ça, vu à la télé, c'est clairement, il cherche à faire mal, quoi. Je suis pas adepte des théories du complot, hein, mais Ah sur non, son non, non, c'est comportement, pas, mais non, non, mais parce que je l'ai lu sur les réseaux sociaux, donc il faut quand même en parler, sur son comportement sur ce match, aller relever les mecs de manière violente, etc. Il a un comportement de patron de tout le football français, là, aujourd'hui, quand il se comporte comme ça, pas seulement du PSG, moi qui me dérange un petit peu, et où j'ai trouvé que l'arbitre manquait un peu de neutralité, et tu peux pas, moi j'ai du mal à ne pas penser au prochain match du PSG qui est le match contre l'OM, qui sera l'énorme affiche du championnat de France, et à se dire, est-ce que vraiment, à un moment, Delageau, il n'y pense pas? Est-ce que tu te dis pas que peut-être tu bousilles la grosse affiche si tu mets un rouge à Mbappé, quoi? Voilà. Pourtant, c'est pas mon style de penser ça, mais franchement, quand tu vois l'attentat, tu te demandes, et le reste, encore une fois, et l'accumulation de son comportement, tu te demandes comment il fait pour finir le match sur le terrain, quoi. Alors, Même vis-à-vis de ses coéquipiers, hein, il a été exécrable avec tout le monde. Exécrable. Avec tout le monde. Exécrable. C'est le nouveau Zlatan. Ouais. Alors, Georges se trouvait également sévère avec notre ami, son nom m'échappe, avec le nouvel entraîneur du PSG. En fait, il fêtait son titre, Campos. Il fêtait son titre de nouvel entraîneur du PSG. Je crois qu'il fallait le laisser célébrer ça avec un peu d'exubérance. Hein. Bon, on en reparlera plus. Julien. On tire la chasse d'eau, ouais. Bon, comme on n'est pas nombreux, je vais être un peu long. Hein. Je fais un top et flop. C'est pour ça que je t'ai laissé pour la fin. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je vais faire un top et flop ambiance. Alors d'abord un top pour l'accueil au parc. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe. Moi, j'ai trouvé que ces gens étaient tous très sympathiques, souriants. Et on a été plutôt bien reçus dans un match qui pourtant est toujours voilà, potentiellement dangereux. Donc, il y a eu des fouilles. Les DVE sont rentrés tard. Les docs du Vieux-Lys sont rentrés tard, malheureusement, à cause de ces fouilles très, très profondes, très sévères. Je vais te couper. Mais en même temps, je pense qu'ils sont aussi, eux, arrivés un peu trop tard, quoi, tu vois. Mais je vais te couper tout de suite. Vas-y. On est tous arrivés avec les bus en même temps. On a été gardés dans les bus, tout simplement parce qu'ils ont fouillé individuellement chaque DVE, en commençant par les DVE. Ce qui veut dire qu'on est tous restés derrière, bloqués. Je n'ai pas vu le début du match. On est arrivé dans une case d'escalier avec un seul portillon d'ouvert, avec je ne sais pas combien de centaines de personnes derrière moi. Franchement, j'ai trouvé ça honteux. Alors effectivement, par le personnel, ça s'est bien passé. La police a fait ce qu'il fallait. Juste, voilà quoi. Tu commences par les DVE, tu sais que tu vas aller droit dans le mur parce qu'en plus la moitié tenait à peine debout. Enfin, merde quoi. J'ai pas vu le début du match et ça s'est très très mal passé. Ça se bousculait. On était pris de partout. C'était vraiment. Après, une fois qu'on était arrivé dans la tribune, on a réussi à se faufiler tout en haut là-bas et ça s'est bien passé. Mais l'entrée au stade a été compliquée pour nous. Bon, voilà, je l'ai fait un peu exprès parce qu'on s'est croisé avec Christophe et j'avais vu qu'en effet, l'entrée avait été difficile et je ne savais pas réellement ce qui s'était passé. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais parler de l'accueil. En tout cas, quand vous arriviez et que vous disiez Doc de Paris, vous étiez fouillé du bout des doigts et vous pouviez rentrer sans difficulté. Je pense que c'est l'avantage d'avoir une bonne réputation et il n'y a pas eu de problème. Je voudrais quand même souligner la qualité de la pelouse au parc, qui est la plus belle pelouse de France. Et on devrait peut-être s'en inspirer parce que malgré tout, le Parc des Princes, c'est un stade qui est très fermé au niveau de son toit. Et pourtant, ils arrivent à avoir une pelouse hybride qui est d'une qualité incroyable. Et je rappellerai juste, je pense que je l'ai déjà dit, que le chef jardinage au Parc des Princes est un salarié du PSG et il gagne plus de 200 000 euros par an. D'accord ? 20 000 euros par mois, il prend le gars. C'est un Anglais et il a été recruté de mémoire, il vient de Wembley. Voilà. Donc, à un moment, quand on veut une belle pelouse, il faut mettre de l'oseille. C'est juste ce que je voulais dire. Parce que comme on a vu un des plus beaux matchs du championnat, je pense que la pelouse y est aussi un petit peu pour quelque chose. Parce que pour faire un grand match, il faut une pelouse exceptionnelle. Et vraiment, elle l'est. C'est assez incroyable. Et en ambiance, le flop, c'est la ligne 9. C'est difficile d'être collé pendant une demi-heure sur des gens qui n'ont que des maillots du PSG. Donc ça, c'est la difficulté des Parisiens, il faut quand même le savoir.
J'en ai parlé tout à l'heure, les touristes au parc, c'est absolument déprimant de voir tous ces mecs qui viennent là. Et c'est très lié à quoi? À cet horaire de 13h, qui est un horaire Ligue nationale, depuis qu'ils ont vendu les droits à la Chine. Et j'aimerais bien savoir combien de Chinois, en vrai, regardent ces matchs à 13h, quoi, hein. Alors bon, si ça fait beaucoup d'audience et que ça fait de l'oseille, bah ok, d'accord, donc on sera dans cette logique hyper capitaliste. Donc pourquoi pas si ça rend le foot meilleur, hein. Mais qu'est-ce que c'est chiant ces matchs à 13h, quoi. Et il paraît qu'il n'y avait pas grand monde dans les rues dans le 13e arrondissement, hein. Blague de Parisien, blague de Parisien. Petit aparté, par contre, oui. Un jardinier à 200 000 par mois, tu peux te le payer. Par an. Déjà, par an, ouais. Quand tu es un club où tu te payes déjà un joueur de poker plus de 3 millions par an aussi, quoi. C'est ça. Les mecs ont des moyens disproportionnés quand même. Et d'ailleurs, et petite anecdote, parce qu'on était que 1000, il faut partager ça avec les gens qui n'étaient pas là, de très bonnes vannes de la tribune lilloise. Dès qu'on se faisait reprendre par les Parisiens, on leur balançait des Kingsley Coman. Je vous rappelle que Kingsley, il a été formé au PSG, donc c'est quand même un formidable pied de nez de le voir marquer avec le Bayern et certainement de faire sortir Paris de la Champions League. Et aussi des très beaux joueurs de poker et des très beaux aussi pimpons à la sortie des joueurs parisiens, marque de fabrique du public lillois, qui est souvent un peu plus rigolo que d'autres publics. Et ça fait partie des bons moments qu'on passe en tribune. Top et flop sportif. À Lille, top pour moi, André Gomes, un régulateur incroyable. Ce mec, la vision du jeu, on voit l'école barcelonaise dans sa façon de jouer. Lenny Yoro, parce que quand il est rentré, il a tenu Mbappé, mais c'est incroyable. Nous, il était face à nous, donc on était sur Lenny à chaque fois qu'il avait un contre un. Cette façon de ne pas se livrer, d'être rapide, de réussir. Et il a même contré par moment, quoi. Donc, de se retourner à une vitesse incroyable. Mais quel grand joueur, quel futur grand joueur on a. Et déjà un grand joueur, parce qu'à 17 ans, je joue aussi bien. Alors, je sais bien que je parais un peu fanzouz quand je fais ça, parce que j'en parle souvent de Lenny. Mais il est juste incroyable, ce môme, quoi. C'était Kylian Mbappé en face. Et franchement, Kylian, il s'est moins amusé en deuxième qu'en première, hein. Avec Lenny, il en a chié, quoi. Donc ça, j'ai adoré. Et puis, ouais, toujours remarquable dans son attitude, quoi. Le mec, il est partout, il comble les trous. Alors, certainement que c'est un peu aussi à cause de lui, mais pas qu'à cause de lui que le PSG nous rejoint. Mais ouais, il est perclus de crampes, il n'en peut plus à la fin, il a tout donné et à un poste qui n'est pas le sien. Et dernier top, j'en rajoute un quatrième pour Diakité. J'ai beaucoup aimé. Son but est magnifique sur ce centre d'André Gomes. Sa tête est superbe. Et j'ai trouvé qu'il avait fait vraiment un grand match. Et quand tu penses encore une fois que ce mec n'a que 21 ans, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Il arrive de Toulouse. Faire le match qu'il fait au parc face à des stars, c'est juste incroyable. Moi, je l'ai trouvé génial. Mes flops, le premier, c'est pour Olivier Létang. Voilà, une fois n'est pas coutume. Parce qu'on voit bien qu'on a manqué de profondeur de banc, on a manqué de remplaçants. Et bizarrement, là où il nous a manqué un mec, c'est au poste d'arrière droit. Et j'ai du mal à pas me dire que si un mec dont c'est le poste, Karim Zedatka, non, c'est pas Karim, Zedatka, c'est pas son prénom, Hakim Zedatka avait pu jouer ce quart d'heure-là, peut-être qu'on n'aurait pas perdu ce match. Donc ça, c'est mon premier flop. Et finalement, Fonseca donne un peu le même de flop, parce qu'il a dit en conférence de presse après-match, Team a terminé avec des difficultés, mais nous n'avions pas d'autre solution. Voilà. Donc, il met quand même un peu en porte-à-faux son président quand il dit ça. On sent bien un peu cette tension du mercato qui ressurgit dans la conf d'après-match. Mais malgré tout, j'ai eu du mal avec ces changements. La sortie de Diakité, je la comprends. Je vois le carton jaune à la 45e. Je vois que Diakité est très engagé. Mais en même temps, comme tu n'as pas d'autre solution, et surtout que tu as une ligne arrière qui est hyper équilibrée, qui est hyper forte, on était fort. Je ne comprends pas pourquoi il le sort. Quand tu n'as pas d'autre solution, si on avait eu Zedatka, ok, poste pour poste, tu le remplaces. Mais là, tu es obligé de bricoler, machin. Tu fais rentrer Gudmundsson qui n'a pas joué depuis quoi, cet été, août, c'est ça, hein, mois d'août. Le mec, il n'avait pas une minute de jeu, tu le fais rentrer. Il est rentré la semaine dernière, il a fait 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Tu fais rentrer un mec, tu fais changer d'aile un mec perclus de crampe, Tim Weah, qui continue en plus à attaquer, donc ça veut dire qu'il n'a même pas la consigne de rester derrière et continue encore ses enjambées pour essayer d'en marquer un autre et donc encore de gagner le match au moment du 3-3. Et puis Baléba, mais pourquoi il ne se retrouve pas en sentinelle à côté de Benjamin André? Il jouait quasiment 9,5.
Mais c'est quoi ce délire? Pardon, hein, moi j'adore ce qu'ils nous proposent comme foot offensif, mais on est au parc, on a la chance de changer. Mais verrouille, quoi. Donc voilà, moi je suis en colère parce que je vous l'ai dit, Lens, Paris, Marseille, quand on va dans ces stades, des victoires là-bas, c'est des victoires dont on se souvient toute notre vie. C'est des trucs qui sont importants. Donc c'est pas des trucs qui se gaspillent. Et moi, j'ai eu un sentiment, au nom d'un dogmatisme romantique du foot offensif, j'ai eu le sentiment qu'on avait gâché cette fin de match. Et ça m'a mis en colère. Christophe, il m'a vu, lui, il était content parce qu'il était avec son neveu, qui avait un match magnifique. Moi aussi, j'étais content d'avoir partagé ça avec mon fils. Mais putain, on doit le gagner, ce match. Voilà, ça c'était mon flop. Et non, allez, troisième flop. Messi, t'es nul. Messi, t'es nul. T'es scandaleux. Tu respectes pas le foot français. Tu nous craches à la gueule. T'en as rien à foutre d'être à Paris. T'en as rien à foutre d'être dans ce championnat. T'es malheureux, ça se voit. T'étais au taquet à la Coupe du Monde parce que tu voulais gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine. T'as une petite mentalité. T'es un pauvre mec. Franchement, t'as vraiment ton état d'esprit minable. Voilà ce que je voulais dire. Il y en a rien à foutre, hein, Léo Messi. Mais c'est ce que non, je il voulais dire. t'entend là, il y a super les goûts. Ouais, je sais. Mais mais c'est pas possible. Dur, mais c'est pas possible de faire un match pareil. Et tous les commentateurs l'ont dit. Hein, c'est pas Julien Ledoc de Paris. Hein, tout le monde l'a dit. Il s'est fait descendre de partout. Partout. T'as pas le droit de jouer comme ça. Et il y a des maillots argentins partout dans le stade. Et bien sûr. C'est tout. Ils sont là, et il y a un truc, c'est qu'il est dans un club dont de toute façon l'objectif n'est pas de gagner la Ligue des Champions, c'est de vendre des maillots. Comme disait, le Qatar a fait de Paris un club star, sauf que quel club star c'est? Enfin, je veux dire, le Bayern de Munich, c'est Marlène Dietrich, le Milan AC, c'est Sophia Loren, Liverpool, c'est Bette Davis, et le PSG, bah, c'est Nabila, quoi. C'est Nabila. Ouais, c'est des stars, mais c'est quel club de stars, quoi. C'est pathétique et pitoyable. Et finalement, je pense que Messi renvoie juste l'image de ce que les Qataris attendaient de lui, quoi. Un mec qui se pose sur le terrain et qui vient pour vendre des maillots, pour qu'il y ait des maillots argentins un petit peu partout. Et voilà, il vient un petit peu gratifier la vitrine du PSG, mais il n'est sûrement pas venu jouer au football. 3 mois en début de saison parce qu'il fallait qu'il prépare une Coupe du Monde qu'il voulait gagner. Et c'est assez drôle parce que finalement, aujourd'hui, le problème à Paris, c'est Galtier, quoi. Juste une chose sur ce qu'a dit Julien tout à l'heure, sur l'entrée en jeu de Euro. Alors effectivement, elle a été superbe. Et franchement, il tient la comparaison avec les deux bouchers de Sarcelles, Kipembe, Ramos, qui sont vraiment exécrables, qui mettent des coups dès qu'ils peuvent. C'est des tueurs, c'est plus des joueurs de foot, ils sont juste imbuvables. Et quand on voit notre Kenny Loro, franchement, il a sa place dans cette équipe. Il faut pas le dire. Mais clairement, les deux bouchers, là, j'en peux plus de ces mecs. Hein. On peut être fier. Et juste pour finir avec le PSG, tout ça, ça fait que les amoureux de foot, dont les amoureux de foot parisiens, dont les fameux qui remplissaient les tribunes dans les années 90 aujourd'hui, ils sont en divorce total avec ce club. Parce que quand tu aimes le football, tu peux plus aimer ce club. Alors que moi, j'ai aimé le PSG des années 90, le PSG de Denisot. PSG Canal. Ouais, j'ai aimé le PSG Canal. Tu vois, et pourtant, je suis Lillois, picousé à Lille depuis toujours. Et c'est mon club, mais je regardais quand même avec des grands yeux ce PSG. Ce PSG, mais j'en ai rien à secouer. Pourtant, j'aime toujours autant le football. Mais ça incarne quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, cette accumulation de joueurs, ce Messi qui joue en marchant? Neymar a couru, Neymar a défendu. On a vu un Neymar qui se reprenait un peu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a pris une soufflante par Mbappé suite à son poker McDo? J'en sais rien, mais c'est fou. C'est fou, c'est incroyable. Et c'est frustrant parce que quand tu vas dans ce stade, tu t'attends avec ces Galactiques à voir des matchs de fou. Et en tout cas, chez eux, tu vois pas un match de fou. Cette équipe tourne pas, quoi. Ah, vous êtes très bavard ce soir. Hein. Tu nous as dit qu'on pouvait parce qu'on n'était pas nombreux. Moi, j'ai failli aller me prendre un café. J'ai failli aller me prendre un café. Alors, mais je vais quand même vous lire les commentaires sur les réseaux sociaux qui rejoignent beaucoup ce que vous avez dit. Hein. On a Jonathan qui nous dit je regrette pour ma part le manque de Zegrova. C'est aussi un sujet récurrent dans le bistrot d'Alelosque. Capenoul, en flop, il a appris les résultats avant de regarder le match en replay. Donc, effectivement, c'est dommage pour toi, Capenoul. Et en top, finalement, c'était pas plus mal pour mon cœur. J'aurais fait un malaise. Donc, finalement, il relativise tout seul. Plus sérieusement, Live qui met en top les supporters irréprochables.
surtout que la préfète de Lens nous surveillait pour le prochain déplacement. C'est vrai qu'on n'a pas encore les quotas pour le déplacement à Lens. La sous-préfecture, visiblement, tortille un peu du derrière avant de donner son autorisation. Donc, on aura certainement l'info courant de cette semaine, j'espère. Thierry revient sur le carton rouge de Mbappé ou l'absence de carton rouge. Un Lillois aurait fait cette faute, il prend un carton rouge direct. Que fait la VAR pour Mbappé pour Capenoul? Jean-Marc nous parle de Wea. Dommage qu'on ne pouvait pas le changer parce qu'il était cuit et ça change le cours du match. Bravo au doc du Vieux-Lys. Il y a plusieurs messages qu'il aurait destinés pour l'organisation du déplacement. Jean-Marc qui continue en disant peu d'équipes ont autant bougé le PSG que le LOSC, bravo à eux. Mais 2-3 à la 85e, on doit fermer point barre. On y reviendra certainement tout de suite. Malheureusement, Trifred, on aura souvent des déconvenues comme celle-ci avec notre philosophie de jeu. Combien d'équipes pour Leif ont planté 3 buts à Paris? Une seule, nous. Et Capenoul qui corrige tout de suite, parce que vous savez qu'on a des spécialistes des statistiques au bistrot d'Aélosk. Non, ces 3 avaient perdu également 4-3 contre Paris au Parc des Princes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, les sentiments sont très partagés, donc très fiers de la façon dont le LOSC a joué, mais ça nous a amené cette semaine à nous poser une question à la limite de la philosophie, pour paraphraser finalement une question de Montesquieu. Le beau est-il l'ennemi du mieux? En gros, on s'aperçoit que Fonseca est resté fidèle à sa volonté de jeu, le Fonseca game, entre guillemets. Depuis le début de saison, on met ça en avant avec une volonté toujours de construire. On a rarement été récompensé. On a fait quelques matchs pleins, on parlait de Rennes tout à l'heure, mais on est souvent déçu parce que finalement, il manque toujours un petit quelque chose, un peu d'efficacité derrière, un peu d'efficacité devant. Et finalement, le match de Paris illustre parfaitement cette situation. On a manqué un peu d'efficacité derrière, pour toutes les raisons que vous avez déjà évoquées. On a manqué aussi un peu d'efficacité devant, même si on a marqué trois buts contre Paris Saint-Germain. Est-ce que finalement, cette volonté de faire du jeu, elle va pas nous pénaliser dans notre quête de la qualification européenne? Est-ce que c'est pas ce que disait, je ne sais plus, l'un d'entre vous? Est-ce qu'à un moment, il faut pas savoir renier un peu ses principes, fermer le jeu pour gagner finalement en efficacité et devenir une vraie machine de guerre? Le débat est lancé. Qui veut commencer? Georges, la philosophie, ça te branche? Oui, vaguement. Moi, j'aimerais dire que vraiment, si je devais faire un parallèle, je préfère revivre 20 fois cette saison-ci, si on finit 6 ou 7e avec Fonseca, que celle où on avait fini 3e avec Girard, quoi. Clairement. Après, ouais, il manque. Alors, la question que je me pose. On n'a pas les mêmes joueurs non plus. Non, évidemment. Là, je parle juste de fond de jeu d'éducation. Et peut-être aussi qu'aujourd'hui, il y a un manque, et c'est là que je voulais venir, parce que Julien évoquait en effet le flop de Letton. Je relativiserai plus celui de Fonseca, mais le fait est aussi, comme tu dis, du temps de Girard, on n'a pas les moyens de faire du beau jeu parce qu'il nous manquait les joueurs devant. Là, clairement, quantitativement, il nous manque du monde derrière. C'est pas anodin, il nous manque vraiment, si tant est qu'on veuille blinder, c'est pas possible. Quand on perd un arrière droit, déjà je rappelle qu'avant même le départ de Zedaka, on était quand même un peu léger derrière. On l'avait dit, ça fait un moment qu'on le dit, et même sur les milieux défensifs, avant l'arrivée de Baliba qui a un petit peu stabilisé la rotation, il y avait des manques sur les postes arrière. Alors, si je me pose, est-ce que dans le marché d'éventuelles reventes, des attaquants se revendent plus cher, ce qui fait que quantitativement, on met plus le paquet là-dessus, j'en sais rien. Il n'empêche que, moi, je pense que d'abord, c'est pas incompatible. On peut faire du beau jeu tout en. On a eu d'autres époques, lorsque, époque de la BIP, c'était flamboyant devant, c'était costaud derrière, quoi. Là, on a un peu l'impression que dans le raccord d'équilibre,
il nous manque des joueurs, il n'y a pas eu un recrutement conséquent. Évidemment, si on prend la ligne d'arrière, hein, tu évoques Yoro, tu évoques Ismaili, on a eu des vrais joueurs, on a Diakité depuis un moment, mais derrière eux, il n'y a rien, quoi. Ce qui fait que quand Ismaili se pète, on est obligé de faire une espèce de raccord intérim avec Koya qui s'en sort extrêmement bien, mais qui n'est pas du tout sur son poste. On est obligé de rappeler en effet Gudmundsson qui sortait d'une saison blanche que j'avais évoqué l'autre fois quand on m'a dit le retour de Gudmundsson. Non, c'est un mec qui revient d'une saison blanche. Ça n'allait pas aller de pair, ça n'allait pas être évident. Donc la question que je me pose, c'est en termes de moyens. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est condamné à vivre dans ce dans ce beau jeu parce que il n'y a pas de moyen de blinder. Alors, comme le dit Julien, en effet, on aurait pu garder Diakité, mais il savait que dans tous les cas, il s'exposait à un risque. Un rouge de Diakité qui était déjà sous le coup d'un jaune, soit déséquilibrer sa défense comme il a fait, mais ça veut clairement dire que quand il fait un coaching, à chaque fois, ça va être une part de risque énorme. Peut-être que c'est Fonseca qui a fait ce choix d'avoir un effectif aussi étoffé offensivement, mais très clairement, il y a besoin, si cette équipe doit continuer à vivre, d'avoir une assise défensive plus forte. Et pour moi, ce n'est pas incompatible avec le beau jeu. Hein. Je pense qu'on peut clairement avoir les deux, mais apprendre. Moi, j'aime bien venir au stade pour ne pas m'emmerder, parce que si c'est qu'une histoire de résultat, je me branche sur l'équipe en direct, je suis le résultat, et puis à la fin, je fais la fête, quoi. Alors, je pense que c'est également une volonté de Fonseca, parce que depuis 2-3 C'est matchs, possible, je ne sais pas, ouais. il n'arrête pas effectivement d'insinuer, de lancer des petites piques. On en parlait tout à l'heure, en disant que son effectif est assez faible derrière et que, sous-entendu, il aurait aimé avoir un, voire deux renforts sur les côtés de sa défense. Au niveau des réactions sur les réseaux sociaux, on a d'abord de la sémantique, hein, on a dit renoncer à ses principes, c'est pas renoncer, mais c'est s'adapter à la situation pour Trifred. Kimson qui surenchérit en disant fermer le jeu pour les 10 dernières minutes ne veut pas dire renier nos principes, c'est juste des choix tactiques ponctuels par rapport à un adversaire précis. Et puis, on évoque déjà avec certains le problème du mercato. S'il n'y a pas de classement, il n'y a pas de qualification européenne, on risque d'avoir un mercato qui va être assez difficile sur les prochaines années, sur les prochains mois. Alors, sur cette réaction finalement, sur cette analyse, comment vous, alors, Christophe ou Julien, lequel de vous deux veut prendre la parole sur cette nécessité finalement d'adapter le beau jeu avec la récolte de points. Christophe, tu veux enchaîner? La récolte de points, oui, c'est important. Mais un peu comme Georges, hein, moi je préfère aller au stade. Alors forcément que c'est important de jouer l'Europe, c'est important pour les finances du club, pour l'orientation du club vers le futur. Voilà, si on veut rester en haut, il faut forcément être européen. Mais je préfère qu'on tente le coup en développant du jeu, comme on peut le voir. Et puis voilà, mais à la limite, c'est pas sur le match de Paris où je trouve qu'on peut se rater parfois, où on n'arrive pas à développer suffisamment de jeu finalement pour débloquer des situations. C'est ça qui me frustre plus, qu'on en prenne 4 contre Paris. À la limite, dans le premier quart d'heure, j'étais presque soulagé d'en prendre que 4, quoi. J'avais vraiment peur de reprendre une valise comme au match aller. Par contre, un match comme Brest qui va arriver, si on n'arrive pas à développer un beau jeu et on n'arrive pas à marquer des buts comme on a pu le faire contre Strasbourg, par exemple, là, je serai encore plus frustré. Je veux vraiment qu'on développe du jeu, qu'on aille vers l'avant. Alors après, forcément, on peut prendre des risques derrière et prendre un ou deux buts. Et effectivement, on a tous dit, ça fait des mois qu'on le dit, on a des soucis d'effectifs, mais est-ce qu'on avait vraiment le choix? Je crois pas, vraiment, je crois pas. S'ils avaient pu prendre un latéral, je pense qu'ils l'auraient fait. Je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour avoir au moins les mêmes points de vue que certains supporters avertis. Et voilà. Après, je vais pas devenir dépressif pour autant. Je serai frustré qu'on joue pas l'Europe, mais je serai encore plus frustré de me faire chier toute l'année, tout simplement. On l'a vécu hein, avec Antonetti, on l'a vécu avec Girard, on en a vu d'autres. Hein. Il y a eu des années où c'était vraiment d'un ennui, et puis on se disait, oh, bon, il fait froid, c'est février, on va se léger, si c'est pour voir un match nul, moi j'y vais pas, je reste chez moi, et puis voilà quoi. Cette année, j'ai envie d'y aller. Et ça, c'est déjà important, je trouve, pour un supporter.
Julien, qu'est-ce que tu penses de cette question à la limite du métaphysique? Tu penses que comme Fonseca, il faut de toute façon jouer, mettre en avant le jeu et on verra après ce qui va se passer? Ou tu penses que de toute façon, alors je vais élargir la question, à la limite, on a beaucoup de blessures cette année. Est-ce que c'est lié au jeu? Est-ce que c'est lié aux exigences physiques du Fonseca Game? Et est-ce que justement l'ensemble de ces éléments fait que finalement, on ne va pas arriver à un plafond de verre et on risque de voir échapper les récompenses de fin de saison? Les blessures, je ne sais pas, c'est compliqué de répondre à cette question tellement elle est multifactorielle, tellement les finances, le jeu, le plaisir et le projet viennent s'entremêler dans cette question. Parce que quand tu vois l'effectif qu'on a cette année et notre entraîneur, moi j'ai tendance à me dire, si on ne veut pas prendre de risques et qu'on veut pouvoir en garder quand même quelques-uns en fin de saison, il faudrait jouer à la Champions League. Donc il faut finir dans les 3 premiers, idéalement deuxième. On est à 11 points de Marseille, à 11 points de la deuxième place. Et vu comme joue Marseille, ça paraît difficile de revenir. Oui, on peut revenir, mais dépasser Marseille, vu le niveau de jeu qui est déployé par Marseille, voire même Monaco, ça paraît quand même compliqué. Donc je pense que le fait d'avoir ces up et ces down en termes de résultats depuis l'arrivée de Fonseca, ça laisse plutôt entendre, si on fait une bonne saison, qu'on va jouer l'Europa League. À mon sens, l'Europa League, les mecs s'en foutent. Il y en a quand même beaucoup dans cet effectif qui a joué. Beaucoup d'entre eux ont joué la Champions League. Ils sont sortis des poules. Ils ont perdu avec les honneurs en 8e. Enfin, très sincèrement, l'Europa League, ils n'en ont rien à foutre et ils partiront. Donc, dans ce cadre-là, il y a Fonseca. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. C'est quoi le projet du club? Alors vous allez me dire, Julien, tu nous racontes toujours la même chose. Mais oui, parce qu'on revient toujours à la même chose. Et que un entraîneur avec une identité de jeu tellement forte, avec des convictions tellement fortes, il faut lui donner un effectif pour jouer ce jeu-là. Aujourd'hui, il ne l'a pas. On lui a même enlevé des ressources au mercato. Donc, je repose la question, c'est quoi le projet de ce club? Qui sont nos actionnaires? Parce qu'on ne les voit quand même pas souvent. On nous parle d'un Italien de temps en temps. On parle d'un Néerlandais qu'on n'a jamais vu au stade. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Quelles sont leurs intentions? Combien vont-ils mettre maintenant que tout laisse à penser qu'à la fin de cette saison, on ne devrait plus être endetté? C'est quoi l'avenir de ce club? Et à partir de ce moment-là où tu as des actionnaires qui répondent à cette question, tu es capable de dire, on s'inscrit dans la durée avec Fonseca, qui est un entraîneur, pour moi, de durée. On voit ce qu'il a fait en Ukraine. Il est resté 4 ou 5 saisons et il a eu des très bons résultats. Il a un jeu, et je rejoins Georges et Christophe, hyper attrayant, où on prend énormément de plaisir. Donc après, à partir du moment où les choses sont claires, on finit 2, 3, 4, même 6 une saison. S'il y a plein de beaux matchs comme ça, pourquoi pas? Mais il faut être rassuré sur le projet et les finances. Et moi, je ne le suis toujours pas. Je ne sais pas si tu voulais que je ressente là-dessus, mais tu vois, bon, moi je ressens. Non. C'est un éternel débat, comme tu le disais, c'est multifactoriel et à un moment, on arrive forcément aux limites d'un groupe qui sont à la fois sportives et qui sont à la fois financières, parce qu'on a, depuis tout à l'heure, on évoque le mercato qui a affaibli l'équipe et qui, justement, illustre parfaitement les dernières minutes de ce Paris Saint-Germain-Lille et des difficultés qu'on a eues à tenir le score. Donc, on a la boucle est bouclée finalement, la boucle est bouclée avec cet échange. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Julien, parce que pas oublier aussi, évidemment, que tout ça n'a de sens que dans la durée, et que cette équipe, clairement, on sait que cette saison est une saison de transition. Enfin, je veux dire, c'est des nouveaux joueurs qui sont arrivés, c'est un nouveau projet qui s'est mis en place. Donc, évidemment, si à l'intersaison, on nous revend la moitié des joueurs, tout ce qu'on aura vécu cette saison n'aura aucun sens. On aura une troisième saison de transition. Voilà, c'est ça. La projection cohérente, dans l'idéal d'un supporter tel que moi, c'est de dire tirer les enseignements de cette saison, pouvoir pérenniser le groupe. Alors, dans certaines limites, on sait qu'il y a des joueurs qu'on ne pourra pas garder, mais tout au moins pérenniser ce projet avec un apport plus offensif. D'ailleurs, Julien faisait référence au PSG des années 90.
toute proportion gardée, moi j'ai le souvenir de cette équipe en 93 qui était magnifique. Il y avait Weah, Valdo, il y avait Ginola. Mais par contre, tu vois, si tu viens, la première saison, ils perdent le championnat contre Marseille, ils perdent contre la Juve, ils sont battus contre des équipes hyper réalistes en pratiquant pourtant un football merveilleux. Et dans les années qui suivent, ils ont un peu plus blindé derrière, c'est-à-dire qu'ils ont conservé leur potentiel offensif et l'année suivante, ils sont champions assez largement. Ils ont acheté des joueurs, justement, ils avaient renforcé tout ce qui leur manquait au niveau de l'assise défensive. Et voilà, ça c'est le sens, par exemple, d'un projet sportif cohérent. Maintenant, tu l'as dit, l'énigme, c'est quid de l'investisseur principal, quid du projet sportif, et c'est un peu ce qui nous emmerde tous, parce que là, on n'en sait rien du tout. Si ça tombe, la moitié de l'effectif va être vendu, et comme tu dis, on va repartir sur une nouvelle année de transition, et alors là, peut-être que la vision du projet actuel sera totalement différente, quoi. Et comment Fonseca s'inscrit dans l'avenir si en effet il y a bien énormément sûr. de départs en fin de saison? Mais C'est peut-être toute la que justement, problématique. les propos tenus ces temps-ci sont un petit peu cette espèce d'irritation ressentie chez Fonseca, c'est peut-être justement le fait de ce manque, quoi. Parce que sur un projet sur la durée, cette saison, qui est justement une année d'installation du projet Fonseca, d'un projet de jeu, qu'on finisse 6e ou 7e, mais j'en ai rien à foutre en fait. Moi, Bien ça sûr. me va bien. Les mecs, ils sont en train d'acquérir les automatismes, etc. On peut même imaginer que dans les équipes de jeunes, on essaye de développer le même type de football, etc. Enfin, voilà, une vraie identité de jeu, un projet long terme. Si c'est ça, moi, je suis même pas en train de débattre sur européen, pas européen. Évidemment que ça me fait plaisir d'être européen, mais à la limite, voilà quoi. Mais on ne sait pas. C'est ça tout le problème. C'est qu'on ne sait pas. Et on voit, même après un match comme ça, Fonseca ne peut pas s'empêcher de faire cette petite pique en disant « Je n'avais pas d'autre solution, donc j'ai laissé Weah sur une jambe. » Parce qu'on était de son côté, je peux vous dire qu'il était sur une jambe. Hein. Il faisait des étirements à chaque arrêt de jeu, machin. Il n'en pouvait plus. Alors, Christophe, tu veux... chose, oui. Par rapport aux blessures que tu évoquais tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu là pendant que vous discutiez. Ismaili, 33 ans. L'année dernière, il a fait 17 matchs. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce garçon soit performant toute la saison. On va forcément avoir des difficultés avec un joueur de cet âge-là qui a si peu joué l'année précédente. On regarde Fonte, 39 ans, ça fait partie aussi des joueurs les plus blessés cette année, les moins constants. Gudmundsson, il a joué 36 matchs l'année dernière, cette année il en a fait 2. Il s'est pété dès le début de la saison. On ne le récupérera pas à un niveau correct cette année. À droite, on n'a pas vraiment un vrai joueur. On a Diakité qui dépanne de ce côté-là, mais je le trouve. Enfin, voilà, c'est pas forcément son poste de. En tout cas, moi, je sais pas au poste de latéral droit que je le préfère. Et on a Ounas qui est blessé quasiment toute la saison. Il a fait 21 matchs l'année dernière, mais toujours pareil, avec des blessures, des retours, des blessures, des retours. Et cette année, c'est exactement la même chose. Donc finalement, les blessures, elles sont là et c'est au poste où on n'a personne d'autre pour compenser. Donc la faiblesse de l'effectif, il vient de joueurs où justement la direction, comme le disait Julien, n'a pas anticipé, aurait peut-être dû anticiper. C'est là vraiment où on peut, en tout cas, moi je le revois un petit peu, quoi. Surtout pour aller plus loin. Le recrutement est souvent fait, enfin je pense que les bonnes affaires sont faites justement parce qu'on mise sur des joueurs aussi. Pas oublier qu'André Gomes, il joue plus à Everton, c'est parce que c'est aussi un joueur qui se pète très souvent. Rémi Cabella, heureusement, pas trop souvent cette année, mais on sait que c'est aussi un joueur extrêmement fragile. Donc il y a quand même l'investissement sur des joueurs de qualité. Personne ne va remettre en doute qui est un latéral fabuleux, mais comme tu le dis, dans 33 balais, il sort d'une saison où il a peu joué, il était quasiment cousu de fil blanc qu'il allait se péter un moment dans la saison, quoi. Et voilà, donc c'est bien beau, on investit, c'est une chance d'avoir André Gomes, mais on sait aussi qu'André Gomes, il est là, c'est parce que justement, physiquement, il y a beaucoup de fragilité. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, il serait encore en Angleterre, le gars. Ouais. Et quid du LOSC sans André Gomes, quoi? Parce qu'on voit bien que cette saison, il y a les matchs avec et les matchs sans. Hein. C'est pas la même équipe. Hein. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Donc, d'abord, Julien, tu as déprimé Capenoul. Hein, l'argent, toujours l'argent. Donc,
Jean-Marc. C'est les Parisiens, il y a que la thune. Mais si on avait un actionnariat clairement identifié, un mécène milliardaire, on ne serait pas tout le temps en train de parler d'oseille, tu vois, sauf qu'on ne sait pas à qui on appartient, on ne sait pas quel est leur projet, on ne sait pas combien ils ont dans les poches, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Donc, il faut bien, et à un moment, c'est bien pour ça qu'on boucle sur l'argent. Sinon, franchement, moi, avec un milliardaire à la tête du club, je ne serais pas en train de parler d'oseille à chaque émission. Hein. Alors, on aurait Messi qui marche. Alors, c'est pas faux, oui. Je cracherai sur mon écran. Alors, Jean-Marc, la qualité du jeu pour les joueurs, c'est pour finir européen. Ils adhèrent à cela. Ça peut coincer si on joue la 6e ou 7e place. Encore qu'on rappelle, la 6e peut être européenne, hein, la fameuse Conference League, si jamais un qualifié en Champions League remporte la Coupe de France. Capenoul, il faut recruter malin. Clemson, étonnamment, je pense que des joueurs acceptent et se font plaisir sur le terrain, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de départs que cela, surtout si on accroche l'Europa League. Jean-Marc, on a des gestionnaires et non des investisseurs à la tête du club. La durée, ça fait longtemps qu'on ne travaille plus sur la durée. Dès qu'un joueur perce, il est vendu, hein, donc même du temps de Campos ou même avant. Hein. Sinon, combien de temps va-t-on garder Chevalier? Donc, Yoro, Baleba, là, on verra les ambitions des dirigeants. Ce sera un indicateur. Voilà, on a été. Chevalier a signé, non? Il a signé, tout à fait, il y a 3-4 semaines. Il a signé jusque 2027, je crois, ou. Ouais, 2027. Yoro a signé il n'y a pas si longtemps. Lui, Chevalier a signé en 2027. Baleba devrait signer. Après, sur cette identité lilloise, là, pour le coup, j'ai pas trop de doutes parce que finalement, c'est ce qui coûte le moins cher. Pardon, je parle d'argent. C'est ce qui coûte le moins cher à un club. Oui, encore faut-il avoir la matière première pour juste valoriser et résister ensuite. C'est là où est l'ambition du club, c'est résister aux premières sirènes qui vont pas tarder à arriver pour faire des propositions importantes à ces jeunes joueurs. Ils vont vite arriver sur le marché. On a été très bavard, il est déjà 21h33 sur cette première partie d'émission. Il nous reste à évoquer le prochain rendez-vous du LOSC, une deuxième question. Donc après Paris, Brest, le LOSC a-t-il encore suffisamment d'appétit? Brest, 16e du classement, 20 points, 4 victoires, 8 nuls, 12 défaites, un goal average de -15. 4 victoires contre plutôt des petits, des mal classés. Ils ont battu 2 fois Angers à domicile et à l'extérieur. Ils ont battu 3 à domicile, Clermont à l'extérieur. Il semble aller un petit peu mieux depuis l'arrivée d'Éric Roy. Ils nous ont d'ailleurs suffisamment embêtés au match aller qui s'est déroulé d'ailleurs il y a à peine un mois, hein, où je vous rappelle, on a fait un match nul 0-0 à l'extérieur, au stade Francis Leblay. Comment vous voyez finalement ce match? Dans quel état va se retrouver le LOSC pour affronter Brest? Là aussi, à la veille d'un calendrier qui va être assez compliqué derrière. Après Brest, il y aura le derby. Ensuite, la réception de Lyon et un déplacement à Toulouse, qui est une équipe en forme du moment. Comment vous voyez ce match de Brest? Qu'en attendez-vous, Christophe? J'espère surtout que notre coach va leur expliquer, comme la dernière fois, que l'important, c'est de marquer des buts très vite et d'avoir l'esprit tranquille, comme on a pu le faire contre Strasbourg. Ce serait la meilleure des entames et j'espère qu'ils vont se remettre dans ce sens-là. Après, on a quand même une bonne semaine de récupération. Bon, on joue vendredi soir, c'est peut-être un petit peu plus tôt que les autres, mais je pense que, vu le match qu'on a fait, j'espère juste qu'on n'a pas trop de pépins physiques, on n'a pas eu de points encore médecins sur des absents éventuels. Il y a un petit peu trop tôt, je pense. Mais si on a l'effectif complet, je pense qu'on a largement les moyens de dominer cette équipe de Brest. On aura certainement José Fonté qui sera absent. On peut avec imaginer. des points de suture, force de suture. Ouais. Il y a 7 points, c'est ça, donc ça doit être assez bon. Ouais. Ça doit être assez ouvert. Donc voilà, mais bon, après, avec Lenny, je pense qu'on a moyen de faire quelque chose en défense centrale pour contrer cette équipe de Brest qui fait du Brest en fait, hein, qui fait du Éric Roy. On voit pas grand-chose dans cette équipe. Alors forcément, ils ont battu Angers, mais bon, à part Angers, ils n'ont pas battu grand monde et ils développent pas de jeu. Ils font pas grand-chose. Offensivement, c'est très très pauvre. Et puis défensivement, c'est quand même assez friable. Donc je ne vois pas une grosse surprise, en tout cas vendredi soir.
Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez venir avec nous pour assister à ce match de Brest vendredi soir. Pour ça, le Bistrot d'Ailosque vous offre une place en tribune active, donc avec le bistrot. Et on va vous poser une question. Alors, une question comme d'habitude, hein, relativement simple. Le premier qui répond pourra venir avec nous vendredi soir, donc rendez-vous 1 heure avant le début de la rencontre pour récupérer sa place. La question, c'est tout simplement, comment s'appelle l'entraîneur de Brest actuellement et comment s'appelait l'entraîneur précédent, celui qui l'a remplacé? Voilà. Le premier qui répond sur les réseaux sociaux. T'es vraiment le roi des questions à la con. Hein. Ouais, bah écoute, c'est quand même mieux que la question d'habituelle, qui veut une place pour l'Île-Brest? Là, au moins, je mets un petit peu d'enjeu. Hein. T'investis, tu t'investis. C'est vrai, je m'investis. Alors, Et peut-être un indice dans mon intervention. c'est Oui. pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, on a déjà des premières réponses, mais je vais laisser un petit peu de temps. Je vais passer la parole. Bah, Julien, tu avais la parole. Qu'est-ce que tu attends de ce match de Brest? Bon, une victoire, j'espère qu'ils ont été un peu piqués dans leur honneur au match aller et que sur cette dynamique qui est la nôtre en ce moment, où quand même ça joue bien. Et en tout cas, en termes de motivation, on n'a pas grand-chose à leur reprocher. Tu vois, on parle de. Peut-être qu'on n'en a pas assez parlé finalement et qu'on on ne leur rend pas honneur à ce titre-là, mais ça fait plusieurs matchs qu'en termes de motivation, on n'a pas grand-chose à leur reprocher. On parle des choix de Fonseca de coaching, on parle de blessures, mais on parle pas de motivation. Donc, cette idée que le groupe vit bien, je pense que c'est réel. On a des mecs qui sont contents d'être ensemble, qui sont contents de jouer ensemble, qui sont motivés. Donc, je n'imagine pas autre chose qu'une victoire face à Brest, surtout chez nous, quoi. Il faut gagner à Pierre Mauroy, Décathlon, Arena, je sais plus. etc. Ça s'appelle. Georges, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Ouais, bah, on l'a évoqué, le jeu de Brest. D'ailleurs, pour mémoire, on évoque le beau jeu à la Lilloise. Souvenir que le match aller était une des rares purges auxquelles on a pu assister cette saison, hein, parce qu'on n'a pas eu des très grands matchs et celui de Francis Deleuve avait été particulièrement pénible à suivre. Et d'ailleurs, l'image de cette équipe de Brest, c'est de regarder un petit peu le bas de tableau. Je sais qu'il y a 4 équipes qui vont descendre cette année. Il y a des équipes comme ça, c'était un petit peu le cas de Metz l'année dernière, que je ne serais pas malheureux de voir basculer en dessous parce que voilà, les blocs bas, les buts, le jeu qui traîne, c'est pas. Et cette équipe brestoise fait partie de ça, donc on les a pas battus à l'aller. Peut-être que on peut se retrouver bredouille sur le match retour, mais j'espère quand même que l'équipe saura rebondir. J'espère qu'on aura encore du spectacle et surtout, j'espère qu'on aura une victoire parce que, comme tu l'évoquais, c'est un match charnière. C'est un match qui en précède beaucoup d'autres, dont un très important qui va arriver juste après. Et voilà, ça va lancer je pense que ça va pas être long de lancer le Money Time, hein, quasiment. Il reste des Donc, points. Hein. C'est une saison bizarre. Hein. C'est pas ouais, le mois ouais. c'est pas le mois de février d'habitude. Je calculais tout à l'heure. Je sais plus où j'ai foutu ma feuille. Je crois Bah qu'il oui, reste parce que 42 points à prendre oui. encore. Donc Ça, c'est il reste ça. 14 journées, donc Bah ouais. 42 points. On a eu un Oui. peu le dérèglement Après, de cette longue trêve. Ouais, c'est Mais beaucoup, hein. Après, quand tu ouais. regardes le classement, il reste une quarantaine de points effectivement attribués, mais Donc, les jeux sont déjà bien entamés pour notamment les compétitions européennes. Il reste plus quasiment que 2 places d'abordables, la 5e et la 6e, si celle-ci est européenne. Partir en Champions League, ça veut dire non pas remonter simplement Marseille, mais il faut remonter Marseille, Monaco et Lens, voire Paris, si Paris et s'écroule. Rennes qui s'est Et Rennes, qui est peut-être l'adversaire repassé direct devant. le plus abordable, entre guillemets. Ils sont à 1 ou 2 points. Donc là, c'est jouable. Pour le reste, on a entre 8 ou 9 points de retard sur le quatuor de tête. Ça commence à faire beaucoup, même s'il reste une quarantaine de points. Est-ce qu'on peut gagner beaucoup? Oui. Est-ce qu'ils peuvent perdre Monaco, Marseille dans la tendance actuelle? Ça me paraît compliqué, quoi. Ce qui est rassurant quand même, hormis Marseille, peut-être, c'est que les autres équipes font quand même un peu de yo-yo. Monaco a eu des trous d'air cette saison.
Non, peut-être plus beaucoup. Je sais que ces dernières saisons, ils sont habitués à finir un peu en trombe. Donc, on sait que le podium va être très compliqué. Comme tu dis, d'abord, il reste beaucoup de points à prendre. C'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes à passer, mais j'ai aussi un peu l'impression justement que sur cette saison post-Coupe du Monde, on l'a vu avec Paris, on l'a vu avec d'autres, il y a des équipes qui tout d'un coup font du surplace de façon quasi rationnelle, quoi. Donc, on verra bien. Mais de toute façon, ça n'empêche pas qu'il faut battre Brest si on veut espérer accrocher quelque chose. Et toutes les équipes ont à un moment donné des trous. Lens vient de regagner alors qu'il n'avait plus gagné un match depuis un bout de temps. On était très proche de prendre 3 points à Paris, de prendre même un point. On était proche de prendre des points à Paris, on ne l'a pas fait. Et sinon, on était vraiment derrière eux. Donc il y a Rennes, effectivement, comme tu disais François, je pense que Lens est encore, on peut encore les taper. Et j'espère qu'on va les taper. J'espère qu'on va tout faire pour les taper et qu'on sera au maximum pour justement avancer dans ce tableau. Mais pour ça, Rennes et Lens, ça semble moins rouleau compresseur que Monaco et Marseille. Et Voilà. surtout à Marseille, les gars, cette année, Ça se défonce, hein. disent qu'ils peuvent être champions. Parce qu'ils sont à 5 points. Et voir le match de Paris contre Reims, le match de Paris contre Troyes, le match de Paris contre Lille, là, ça fait te dire que Paris peuvent en perdre d'autres contre des clubs pas si ouf que ça cette saison. Et si Marseille reste sur cette tendance, poussé par tous les cinglés là, du Vélodrome, parce que l'ambiance elle est juste complètement folle cette saison, ça peut aller jusqu'au titre de champion. Et en tout cas, ils croient, ils lâcheront rien. J'ai envie de dire, l'indicateur, à mon avis, va être le Classico de ce week-end. Et je pense vraiment que si Marseille le gagne, on ne les reverra plus. Je pense vraiment que s'ils gagnent, on ne les reverra plus. Parce que là, ils seront encore 2 points derrière Paris quand même. Hein. Oui, mais... Ah, nous, on ne les reverra plus. Ah oui, pardon. Nous, on ne les reverra plus. Je pensais pour le titre de champion. Non. Okay. Nous, on ne les reverra plus. Ah oui, on ne les reverra plus. Oui. Ah bah oui, c'est fini. Ouais. Et Monaco reste très, très, très fort également. Très fort. Très fort. Ouais. Donc voilà, en résumé, c'est compliqué pour le 1-2-3. Pour le podium, 1-2-3. Il reste la 4e, voire surtout la 5e place qui peut effectivement nous amener en Europa League ou en Conference League. Conférence, c'est une poire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas très fruit. Alors, Europa League, c'est bien. Julien, mais il y en a un qui a récolté les fruits du concours. Alors, le premier à avoir répondu à la double question, la réponse étant Éric Troy et Michel Der-Zakarian, c'est Capenoul. Alors, Capenoul, qui est un habitué des grands prix des concours du bistrot d'Aléosque, mais comme il habite loin, il n'est pas forcément disponible vendredi soir. Donc, Capenoul, si tu peux nous confirmer que tu es disponible ou non. S'il n'est pas disponible, tu coupes, François. Bon, donc il n'est pas disponible pour vendredi, nous lui offrons un match à Brest. Et nous lui offrons un match de handball féminin, puisqu'elle joue un 8e de finale. Alors attendez, là sous les yeux, j'ai les dates. Ce sera le week-end du 19 mars et le week-end du 26 mars. Ce sont les 8e de finale de Ligue des Champions pour le club de handball de Brest. Voilà. Bon, on fait quoi là? Départ de François Stock. Nous sommes toujours à l'antenne. On va pouvoir en profiter. Ce garçon ne connaît rien en foot. Maintenant, on peut le dire. Donc, on peut vous le dire qu'il n'a pas vu le match ce week-end. Il était au cinéma. Mais comme d'habitude. Hein. Il en a vu 3 cette année. Depuis plus de 30 ans, il a une carte d'UGC Cinécité illimitée. Il est un des derniers en France à l'avoir encore. Voilà. D'ailleurs, là, il est parti faire le masque et la plume sur France Inter pour parler d'un film qu'il n'a pas vu parce que ce jour-là, exceptionnellement, il était au stade. Exactement. Mais, on pourrait peut-être enchaîner comme des pros quand même. On pourrait peut-être passer au pronostic pour ce match de vendredi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait bien de passer au pronostic parce qu'on a quasiment tout dit sur ce match de Brest. Alors justement, c'est quoi ton pronostic? Un petit 3-0. Juste pour le moral, ça ferait du bien là, après cette petite déconvenue parisienne. C'est une bonne idée. Écoute, 3-0, ça me paraît pas mal, mais je vois quand même un but brestois, donc je dirais 3-1. Et j'espère surtout qu'il y aura du monde au stade. Il est à quelle heure le match vendredi? 21h. 21h un vendredi, ça peut se faire. On a France Bleu Nord qui nous rejoint, donc ça c'est bien.
Alors, on n'a rien dit de mal sur toi, François, hein, vraiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, tout a coupé. Tout a coupé, c'est... On n'a pas dit que tu n'avais pas vu le match. Enfin, vraiment, Non. on a été très correct. C'était le meilleur moment de l'émission. Par contre, je ne sais pas si on est toujours en direct ou pas. On est toujours en direct. On est toujours en, On est toujours en direct. Donc, alors voilà, tout a coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il doit y avoir un orage informatique qui s'est abattu sur le bistrot d'Allé-le-Losc, ou alors on a voulu ménager le suspense C'est Capenoul. sur le vainqueur du Jeu concours. jeu concours. Donc, Capenoul qui ne nous a pas encore confirmé s'il était là ou non. Non, il n'est pas là. Il a fait des blagues. Il n'est pas là. Bon, alors il ne sera pas là. Donc, le deuxième, ce sera Trifred qui a répondu juste après. Donc, Trifred, tu peux nous contacter pour voir si tu es disponible vendredi pour la place pour le match Lille-Brest. Donc, voilà. Donc, c'est un peu le grand n'importe quoi. Je suis désolé, cette fin de... On a très bien géré, hein, écoute. Cette Voilà. fin d'émission, c'est un peu n'importe T'es quoi. à l'image du Lost, t'as arrêté 10 minutes avant la fin, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, Il reste une chose, François. Juste les pronostics de Georges et le tien. Ah, vous avez fait les pronostics pendant Bien mon sûr. absence? Non, j'ai pas eu le temps, bon, c'est revenu ok, avant. bah, écoute, c'est merveilleux. Alors, Bon, bah, moi, Georges, j'étais vas-y, sur quel un est ton 4. pronostic? Allez, je suis sur un 4-0. Vraiment. L'équipe revancharde. 4-0. Bah, faut dire, le match aller, c'était la honte. Hein. Donc, s'ils ont un peu de trip, les mecs, ils vont avoir à cœur de leur mettre une volée. Hein. Voilà. Moi, je vais vous faire un pronostic, comme d'habitude, auquel je ne crois absolument pas. Moi, je vois un match nul 0-0, avec un match complètement pourri et une invasion du terrain par les dogs du net, hein, pour protester contre le résultat. Voilà, ça c'est du supporter fiction pour vendredi soir. Et contre la Ils chute vont du descendre. serveur d'aller le LOSC aussi. Et Voilà. contre la chute du serveur d'Alelos, j'en profite pour donner des nouvelles de la Donne-nous santé des nouvelles site. du serveur. Elles ne sont pas très bonnes. Pour l'instant, on ne comprend rien. On n'arrive pas à diagnostiquer le problème. Et on est en train de s'arracher les cheveux avec l'hébergeur pour essayer de trouver une solution. Donc, on y travaille quasiment quotidiennement. Mais c'est vrai que pour l'instant, le site Allé-le-Losc a beaucoup de difficultés, beaucoup plus que l'efficacité défensive et offensive lilloise ou que la régularité du LOSC pour ce championnat. On a C'est une parlé... question philosophique. Est-ce qu'à 30 ans, pour un site, c'est pas une belle mort? Mais c'est une question qui mérite d'être posée. On la posera peut-être dans les prochaines semaines. Tu vas effrayer tout le monde là. Mais bon, c'est toi qui aimes la philo. Moi, je pose une question. C'est pas vrai. Moi, je voulais juste terminer cette partie sur le match Lille-Brest. Juste une petite question rapidement en one shot. Il y aura peut-être un retour à Pierre Mauroy d'un joueur qu'on connaît bien à Lille et qui vient de signer à Brest. Je ne connais pas son état physique. C'est Loïc Rémy. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas justement ce type de joueur qui peut faire la différence dans le bus brestois? Si, Il faut déjà connaître mais il faut connaître son état physique, dans quel état il est. Personnellement, je l'ai un petit peu perdu de vue là, donc il faudrait demander au tremplin, ils avaient toujours des bonnes infos. C'est une bonne conclusion. Alors voilà, je ne sais pas, on est en direct, je ne sais pas si ça s'enregistre, par contre, j'avoue que je suis un peu perdu par la... Donc on n'aura peut-être pas cette fin d'émission dans le replay, mais je voulais quand même, pour conclure, remercier tous ceux qui ont encore une fois assisté à ce 22e émission du Bistrot d'Allé-le-Losc, donc tous les internautes qui ont été présents et qui ont participé grandement à l'émission par leurs commentaires. Donc, merci à vous. Je voulais remercier forcément les piliers du bistrot présents ce soir. Donc, merci Georges. Mais de rien, merci François. Et puis, j'espère à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci pour ton arrivée tardive, mais tes brillantes interventions. Excusez-moi encore, hein. Je suis vraiment désolé, mais merci à toi. Bon. Et merci à Julien pour ton reportage et tes longs propos sur ce match contre le Paris Saint-Germain.
Ben, merci de m'avoir laissé parler et j'espère être avec vous vendredi soir. Là. Ça m'a donné envie de faire un aller-retour dans la soirée. Écoute, tu es le bienvenu. La bière est bonne aux alentours du stade Pierre-Mauroy. Un peu trop rouge parfois, malheureusement. C'est une question de goût, mais on se refait pas, en fait. Hein, on se refait pas. Voilà, donc il est temps de vous quitter. Je voulais vous souhaiter à tous une excellente semaine, un excellent week-end sportif. Et puis, bien évidemment, je vous propose tous ensemble à 3 de pousser notre cri de guerre. 1, 2, 3, allez, Allez, le LOSC! LOSC! À bientôt. Salut, ciao! Ciao, ciao.